Il y a des podcasteurs qui invitent des anciens ministres, il y a des podcasteurs qui invitent des actuels premiers ministres. Et moi, je me suis dit, je vais inviter la future première ministre. Il y a un fait divers qui s'est passé à l'ICHEC, qui est mon kidnapping, en deuxième master, qui est arrivé le dernier mois de mon échange au Pérou à Arequipa. Est-ce que c'est une bonne excuse pour reporter son mémoire? Ah oui, oui. Ouais, oui, ça oui. marche ça? T'as quel âge là? T'avais 22, 23. Et je veux sortir de la voiture, il n'y a pas de poignée pour sortir de la voiture. Donc je suis coincée dans ce taxi, mais tout ça en une fraction de seconde. Je vois un gars qui arrive en courant d'un côté, un gars qui arrive en courant de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me dis, je suis foutu quoi. Il me dit juste, tu te tais parce que sinon on te tue. Tu fais quoi au quotidien? Au quotidien, moi j'ai ma routine du matin qui est primordiale. Ah, c'est quoi, vas-y? Miracle Morning. Ouais. Je me réveille le matin, c'est en 6 steps. Et donc c'est vraiment être en silence. Être en silence? Ouais. Avec 3 enfants? Tu peux être en silence avec 3 enfants. À 4h du mat. C'était quoi ton GOAT moment, ton moment étincelle dans ta vie? Pour moi aujourd'hui c'est chaque matin. J'ai vendu ma boîte en 2 fois, j'ai fait un TEDx, même si je me suis fait kidnapper, etc. Ce sont tous des moments de ma vie. Mais aujourd'hui, ma quête c'est d'être dans le moment présent et d'être au mieux. Coucou ma biche, le podcast qui dynamite les conventions et nous catapulte dans l'univers totalement fou de ceux qui ont osé rêver en grand avec une énergie contagieuse. On va parler performance, growth mindset, business, lifestyle dans des discussions intenses, 100% naturelles. Coucou ma biche est bien plus qu'un podcast. C'est le moment de fiesta entre amis autour du mic où l'on explore toutes les facettes de la réussite et de la performance avec une bonne dose de folie. Préparez-vous à être électrisé par des histoires palpitantes. Let's go! Coucou ma biche. Salut. Ça va, Po? Ouais, toi bien. Yes. Évidemment, il y a une trame sur laquelle donc tu étais quand même dans les premières à établir cette expérience. Il y a une trame évidemment que j'ai mis en place. On va essayer de pas trop la suivre. C'était juste pour te rassurer psychologiquement et me rassurer psychologiquement. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être je vais dropper des mots-clés que j'ai en tête par rapport à toi. Quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, OK, Pauline, à quoi elle me fait penser? Ensuite, ce que je te propose, c'est que toi, tu me présentes et moi, je te présente. On s'auto-présente. OK? Ah ouais. Assez facile. Donc moi, quand je posais à Pauline, je me suis dit, Premier ministre. Effectivement, on était mangé il y a quelques semaines, quelques mois ensemble. Et je me suis dit, il y a des podcasteurs qui actuellement invitent des anciens ministres. Mm-hmm. Il y a des podcasteurs qui invitent des actuels premiers ministres. Et moi, je me suis dit, je vais inviter la future première ministre. Ouais. Donc, ça m'intéresse qu'on creuse un peu ce sujet. Ouais. Ensuite, évidemment, il y avait la partie well-being, Ouais. qui, je pense, fait partie intégrante de ta vie. Tu m'en parlais encore ce matin. Il y a le fait que tu es speaker, Ouais. donc TEDx, TED Talk. Il faut que tu m'expliques ça, évidemment, avec tes couleurs. Woman on Top, donc quand tu vas sur ton LinkedIn, évidemment, c'est ta carte d'identité professionnelle, on va dire, ou ton parcours. Woman on Top. Comment est-ce qu'on se considère? Est-ce qu'on s'auto-considère woman on top ou est-ce que c'est autoproclamé? Ou alors c'est des femmes qui se disent, OK, en fait, on est vraiment au top. Et moi, je trouve ça assez cool d'être aussi self-confident et se dire, en fait, on est au top. Et du coup, vous faites certainement plein de trucs, mais personnellement, je ne suis pas au courant de ce que vous faites. Okay. Donc, voilà, ça, c'est le fil rouge qu'on va certainement déborder, retracer. Et je voulais discuter avec toi là, pendant une petite heure de tout ça. Cool. Voilà. Ah oui. Donc, ce que je te propose, c'est que tu me présentes. Vu qu'on est dans les premiers épisodes, moi, il n'y a personne qui me connaît. Ouais. Et j'aimerais que tu me présentes à ta façon, à ta manière. Déjà, bonjour. Merci de m'accueillir. Je suis hyper honorée d'être dans les premières. T'es trop mignonne. Alors, avec Brice, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, sur les bancs de l'UNIF. Ouais, tout devant, j'étais toujours devant. Ouais, moi, j'étais pas tout devant, donc c'est pas là qu'on s'est rencontrés. C'était un long banc. Oui, à l'ICHEC. Ça a été quoi, en septembre 2005, hein, on est arrivé là. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, effectivement. Ouais, exactly. Ouais. Et quoi, je pense que les premières rencontres, c'était plutôt dans les soirées. Ouais. On était assez énergétiques tous les deux. Ouais, ouais. Et du coup, on a fait nos 4-5 ans. Moi, on n'a pas eu les mêmes fins de parcours à l'ICHEC, mais voilà, j'ai un souvenir de toi, très fédérateur, très rassembleur, beaucoup de bruit, beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité. Ouais. Puis, nos parcours se sont un peu séparés après l'UNIF.
On a un peu, je pense. Pourtant, on a commencé quelque chose d'assez similaire. Tu as fait PEC, je pense, pendant 1 an et demi, 2 ans, ce qui te correspondait pas trop, je pense. Moi, j'aimais bien dans un premier. La PEC, oui, parce que j'étais quelqu'un d'assez structuré et j'avais besoin de cadre. Mais bon, voilà, je suis partie. Après, on reviendra là-dessus. Tu es aussi rentré dans la consultance. Ouais, effectivement. Et voilà, et j'ai tout de suite su qu'en te rencontrant, que tu avais quelqu'un qui allait d'office prendre le lead. Tu prenais déjà le lead à l'ICHEC. Et donc voilà, donc maintenant, on s'est retrouvés. J'avais pas le choix. Personne ne le prenait. On s'est retrouvés il y a 1 an chez toi, dans tes bureaux et dans cette belle boîte de consultance que tu as créée et dont le nom m'échappe. On a changé de nom, c'est pour ça peut-être. Ouais, c'est ça. C'était Initio, Square Management. Voilà. J'étais là, ok, il y a un truc avec un i. Ça veut dire vraiment que ce rebranding n'a pas été fait correctement. Voilà. Et, on va le faire. On va rechanger de nom. Encore Non, c'est pas possible. Apparemment, c'est pas top of mind. Donc Voilà. Et non, et c'est vrai que on s'est revus il y a 1 an. Je crois que c'était en décembre l'année dernière. Et voilà, et je te vois aujourd'hui maintenant General Director, je pense que c'est ça le terme, ou CEO, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle. Toujours des beaux titres. Des noms américains. Voilà. À la tête de cette boîte de consultance. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, je te vois comme quelqu'un qui a envie de mettre en avant les autres aussi à travers ce qu'ils font dans leur business et que tu as envie d'aider les gens dans leur business. Donc, voilà. Ok. Bon, merci pour la description, ça fait plaisir. Bon, moi, évidemment, je me suis un peu plus documenté, référencé. Je n'ai pas été interviewé ta famille, je n'ai pas été à ce point-là. Mais effectivement, donc PEC, 1 an et demi, 2 ans, je pense. Un peu moins de 2 ans. Petit bout de chemin classique après l'ICHEC. Et puis, c'est marrant parce que de l'extérieur, on voyait donc la boîte que tu as créée. Ouais, Cura. Qui, donc on te voyait founder Cura. Et je trouve que de l'extérieur, ça avait l'air très bien, très sain, très structuré. Mais c'était impossible pour moi de dire, tiens, en fait, est-ce qu'elle gère une boîte de 1000 personnes ou c'est juste elle, quoi. Ouais. Et puis quand tu creuses, tu vois que en fait, il y a vraiment, je trouve ça assez exceptionnel au niveau entrepreneur. Il y avait un trou de marché, il y avait un gap de marché, et je trouve ça assez honorable, on va dire, d'avoir pu travailler là-dedans et d'avoir creusé ça. Mm-hmm. Donc, je voulais justement que tu m'expliques un peu plus par rapport à Cura et l'histoire de cette création de boîtes que tu n'as plus actuellement, parce que tu as fait autre chose, tu fais autre chose, toujours active, évidemment. Je l'ai vendu. Que tu as vendu, exactement. Voilà, je voulais que tu m'expliques un peu à quoi ça consistait. Alors, je vais juste faire une parenthèse. C'est que je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, pas spécialement par envie. Okay. Il y a un fait divers qui s'est passé à l'ICHEC, qui est mon kidnapping, en 2e master, qui est arrivé le dernier mois de mon échange au Pérou à Arequipa. Et en fait, j'avais terminé tous mes examens, il me restait plus que mon mémoire, je me suis fait kidnapper, enlever avec mon ordinateur et ma recherche, etc. À l'époque, les drives, les sauvegardes, etc., il n'y avait pas. Est-ce que c'est une bonne excuse pour reporter son mémoire ? Ah oui. Ouais, oui, ça marche, ça ? En fait, donc le chien qui a mangé le devoir, ça marche plus, mais le kidnapping, ça marche. Exactement, Okay. Le kidnapping, ça marche. Ça marche parce que quand tu n'as plus ta recherche et que tu arrives à la fin de ton stage et que c'est en microfinance et que c'est sur le terrain, etc., tu n'as plus rien. Ouais. Je suis rentrée en Belgique après ça et en fait, j'ai envoyé un CV chez PEC. Enfin, j'ai envoyé ma cousine que tu connais, Alexia, qui était sur les bancs de l'ICHEC avec nous, travaillait déjà chez PEC, m'a appelé en disant il reste de la place en audit financier. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais, le rêve. Le rêve. Waouh. Oh my God. Je m'étais même pas encore intéressée aux sociétés de consultance. Et voilà. Et en fait, j'envoie mon CV. Je commence chez PEC. Mais chez PEC, je dis bien, je n'ai pas terminé l'ICHEC. Il me reste mon mémoire à faire. L'ICHEC m'a donné 2 ans pour terminer. Et donc, voilà. Il se fait qu'après 2 ans, j'ai fait mon petit parcours chez PEC. Et les partenaires viennent me trouver en disant écoute, Pauline, on ne peut pas te faire avancer parce que tu n'as pas ton mémoire et que ça crée un problème dans la hiérarchie. Tu dois passer senior, voilà, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai écouté, en fait, entre-temps, j'ai toujours pas remis mon mémoire. Entre-temps, en fait, j'ai décidé de changer de thématique parce qu'il se fait que j'ai commencé à aider mon grand-père qui, du haut de ses 90 ans, travaille encore, est un entrepreneur depuis des années. Et en fait, plein d'externalités l'empêchent de bien faire son travail physique, technologique, etc. Et du coup, j'avais changé mon sujet de mémoire la dernière année en disant que je voulais faire un service pour les personnes âgées. Et quand PEC me dit « Est-ce que tu continues ou pas ?», j'ai dit en fait, non, je vais partir. Et donc, je quitte, voilà, on est en accord commun à PEC, et j'ai décidé de me lancer indépendante.
Et en fait, c'est là que a commencé l'aventure de Cura, qui ne s'appelait pas du tout Cura. Et j'avais pas du tout de vision à la base de lancer une boîte. Ouais. Je me suis juste dit, je vais aider mon grand-père dans son admin pro et perso. Ok. La parenthèse, je sais pas si elle est fermée ou pas, Ouais, fermé. mais parce que moi, tu fais partie quand même de mes rares potes qui se sont fait kidnapper. Ouais. Ici, on le dit avec un peu de sourire, avec légèreté, mais c'était pas le cas à l'époque. Ouais. C'est quoi ton histoire par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en deuxième année de master, je pars pendant 1 an au Pérou pour l'échange de la dernière année. Je fais 6 mois à Lima pour le master, et c'est un master en microfinance. Et puis, je fais le 2e trimestre où je fais un stage dans une ONG de microfinance qui s'appelle Fonds des Surco. Et en fait, là, je fais une recherche sur un nouveau produit qui aurait été le micro-leasing pour cette ONG. Okay. Et la dernière semaine de stage, après avoir fait toutes mes recherches, etc., je demande d'aller sur le terrain pendant 1 semaine. Et du coup, je m'apprête, j'organise mon petit voyage qui démarrait au terminal de bus d'Arequipa. Et pour ceux qui ont fait beaucoup de backpack savent que c'est un terminal qui est chaud. Mais moi, ça fait des mois et des mois que je suis au Pérou, donc je dirais ma garde a un peu baissé. Et je suis quelqu'un, je crois profondément en la bonté et l'honnêteté de l'humain. Donc, je me suis jamais senti en manque de sécurité au Pérou. Tu pars du principe que chaque humain est bon, Ouais. il y a du bon dans tout le monde. Ouais, il y a du bon dans tout le monde. Et in fine, même si quelqu'un à la base paraît méchant, Ouais. il est très gentil. Ouais. Okay. Il y a sans doute une raison derrière qui fait que cette personne est méchante et que du coup, elle n'est pas alignée à elle-même, etc. Okay. Et du coup, attends, ouais. Est-ce que tu creuses ça? Est-ce que lorsque tu vois ça, tu dis, allez, j'ai envie d'aider. Il y a des gens qui veulent toujours aider. Il y a des gens qui veulent toujours creuser. Donc, tu pourrais croiser quelqu'un qui est un peu méchant. Est-ce que tu vas dire, ok, les gars, moi, je vous rejoins à votre soirée. Je vais prendre une demi-heure avec cette personne parce que je veux creuser pour le rendre bon. Est-ce que tu fais ça ou... Non. Ok. Je le fais pas parce qu'aujourd'hui, j'ai fait pas mal de développement personnel et je me rends compte que si je propose mon aide, ça ne fonctionne pas comme je veux. Et donc, je dois attendre qu'on demande mon aide pour me sentir inclus et pour me sentir utile, etc. Okay. Donc, et comment est-ce que les gens demandent ton aide du coup? Comment est-ce que les gens peuvent penser à toi pour... Alors, parce que je dis ce que je fais aujourd'hui. Et donc, il y a c'est ça qui est important, c'est que quand tu commences à travailler ou quand tu es dans un couple ou autre, c'est d'expliquer comprendre la manière dont tu fonctionnes et expliquer vraiment explicitement, voilà, moi, si la manière dont je fonctionne, c'est il y a des gens qui ont besoin qu'on leur donne des instructions, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur donne un cadre, qu'il y a des gens qui prennent des initiatives, etc. Moi, je suis quelqu'un qui est, on va parler peut-être de human design après, je suis générateur et je suis quelqu'un qui suis réactive. Donc, si on me demande quelque chose, je vais réagir. Okay. Si on me demande de l'aide, je vais réagir. Tu ne vas pas en assertivité bienveillante aller aider tout le monde. Okay. Non. J'ai voulu le faire, je l'ai fait, ça m'a épuisé. Hein. Je l'ai fait, et donc en me rendant compte, ça m'a épuisé. Peut-être que tu déçois des gens, sinon à côté, que tu as l'impression que tu laisses tomber alors que ce n'est pas le cas. Mais... Ok. Human design, je note le mot pour après. J'avais human capital, j'avais well-being, human design, j'aime bien. Rappelle-moi que tout à l'heure, parce que la première fois que tu m'as expliqué ton nouveau business, je te voyais comme Marie Kondo. Et en vrai, moi, j'étais rentré à la maison et c'est le premier truc que je dis. J'ai dit, en fait, mais elle a raison. Il faut que ça soit bien rangé. Et moi, je passe par mon garage, ça n'a aucun sens, mais on en reparle après. Donc, le Pérou. Ouais, le Pérou. Et du coup, je suis dans cette fin de période de stage où c'est une journée type où je vais le matin à mon stage avec mon ordinateur, mon téléphone belge, mon téléphone péruvien. J'ai retiré du cash à la banque, j'ai mes petites affaires pour y aller, mon backpack comme d'hab, et je décide de prendre mon taxi à 4h de l'après-midi pour aller au terminal de bus et prendre mon bus et aller dans ce petit village. Ouais. Je me baladais toujours avec mon Lonely Planet. Et voilà, j'arrive au terminal de bus. La nana, je commence à parler avec elle parce que j'ai la papote facile. Elle me dit, oui, mais bon, vous avez vu à quelle heure vous allez arriver dans ce village, ça va être en pleine nuit. J'ai dit, oui, mais j'ai le temps de trouver un logement, ce que j'avais souvent l'habitude de faire. Elle dit, mais je vous conseille de rentrer chez vous et venir prendre un bus plus tard dans la journée, début de soirée. Je me dis, en fait, pourquoi pas, je vais écouter ses conseils. Je repars du terminal de bus et il se fait qu'au Pérou, on était il y a 10-12 ans, à la sortie des terminaux de bus, il y a souvent une ligne pour les locaux, une ligne pour les touristes, qui est assistée par la police du tourisme. Moi, je me dis, je ne m'identifie pas du tout comme une touriste, et donc moi, je vais du côté des locaux, je prends mon taxi et on commence à rouler. Et en fait, le gars me dit très vite, est-ce que vous êtes pressé? Non, je ne suis pas pressé. Est-ce que vous pouvez payer ma course en essence? C'est quelque chose qui était coutume là-bas, donc voilà. Okay, make sense. Et en fait, là, je paye l'essence, on repart, on prend une autre direction, et là, je me dis, c'est un peu chelou ce qui se passe là. Et puis, on rentre dans une petite rue, sens unique, assez sombre, et la voiture s'arrête. Et là, je me dis, putain, mais vraiment,
qu'est-ce que j'ai foutu? Et je veux sortir de la voiture. T'as quel âge, là? T'avais... 22, 23. Ouais. Ok. Et je veux sortir de la voiture, il n'y a pas de poignée pour sortir de la voiture. Et donc, je suis coincée dans ce taxi, mais tout ça en une fraction de seconde. Et t'avais pas vu avant? J'avais pas Les fait poignées, du tout attention. Tu faisais pas gaffe, du tout évidemment. fait attention. Ok. Et en fait, à ce moment-là, je vois un gars qui arrive en courant d'un côté, un gars qui arrive en courant de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me dis, je suis foutu, quoi. Et en effet, un gars rentre, il me faut une baigne. L'autre gars rentre, il me faut une autre baigne. Je hurle, mais je ne sais même pas combien de temps ça dure, mais pas longtemps. Et il me dit juste, tu te tais parce que sinon, on te tue. Okay. Et là, on commence à rouler de manière tout à fait calme. On commence à rouler. Il commence à me donner des coups dans les côtes. Il commence tout de suite à fouiller mon sac. Dedans, j'ai tout. Hein. Donc, je suis, comme on dit en anglais, fully loaded. Je suis la parfaite victime à choper. Et tout de suite, en fait, ça, c'est quelque chose que je me rends compte après, c'est que je me mets en mode survie et je fais semblant que je parle pas espagnol. Et que je parle à peine espagnol pour comprendre tout ce qu'ils vont me dire et faire vraiment comme si j'étais une vraie touriste. Et donc là, ils commencent à discuter entre eux en disant on va tout choper, on va lui vider ses comptes, on va aller à la banque, etc. C'est quoi tes codes? Ils me shotent dans les côtes, hein, donc gentiment. Je me sens pas du tout... j'ai pas spécialement mal, mais c'est vraiment pour me brusquer, me faire mal, pas me faire peur. Ouais, te faire peur, ouais, bien sûr. Et en fait, je leur donne un faux code que je répète 20 fois, 50 fois, etc. Et je leur dis, mais de toute façon, si vous allez à la banque, vous ne pouvez pas rentrer dans la banque, vous allez devoir faire ça. Enfin, vous devez rentrer dans la banque avec mon passeport parce qu'en fait, au mur, ils vont vous avaler ma carte tout de suite. C'est une sécurité pour les étrangers, c'est quelque chose de nouveau. J'invente un truc. Smart, mais, voilà. Ou fou, je sais pas. Voilà. Et donc, le gars dit, mais tu vois, ça va pas fonctionner. Et je dis, mais voilà, prenez mes cartes, prenez tout, allez-y. Et en effet, ils partent. Et je me rends compte après qu'en fait, les seules choses qu'ils m'ont laissé dans mon sac à dos, c'était mon passeport et mes clés d'appart. Donc, ils partent avec tout. Et en fait, j'entends 20 minutes après, on s'est arrêté. Il y avait un autre taxi qui attendait. Donc, un des gars sort, monte dans l'autre taxi avec toutes mes affaires. Il commence à rouler. Nous, on continue à rouler. Et en fait, 20 minutes après, ils reçoivent un coup de téléphone en disant « Elle avait raison, les cartes ont été avalées. » Je savais bien parce que c'était un faux code. Et là, on continue à rouler et ils disent juste « Vous vous débarrassez d'elle. » Et en fait, à l'époque toujours aujourd'hui, mais à Arequipa, il y a un grand volcan qui s'appelle le Misti. Et moi, j'avais vu cet appartement, de ce volcan de mon appartement. Mmh. Et je me rends compte qu'en fait, on a roulé 1 heure et demie en tout. Et qu'en fait, on est complètement sorti de la ville. Et qu'on se retrouve dans le premier bidonville qui est en dehors d'Arequipa, mais qui est aussi gros que la ville d'Arequipa, qui est un énorme bidonville. Okay. Géré, donc je l'apprends après, par des anciens gars de l'armée qui ont été virés pour corruption, etc., et qui sont maintenant dans la police locale. Mais bon, donc les gars sont des fous furieux. Okay. Mais pour gérer, je pense, un bidonville, il faut des fous furieux. Et tu voyais le volcan, c'est ça que tu dis? Et donc je sors de ce taxi, je vois le volcan, mais je suis pas du tout du bon côté. Je suis hyper loin, je me dis... Et là, il est 6h, 6h30. J'ai l'impression d'être dans Babel, quoi. Toutes des maisons de tôle, toutes des maisons en terre sèche, etc. Il n'y a personne dans les rues. Et je vois au loin un petit combi. Donc, à l'époque, au Pérou, il y avait, je dirais peut-être 90% de taxis qui étaient faux. Mmh. Et il y avait des systèmes de transport parallèles qu'on appelait les combis. Et je vois un petit combi, les petits Van VW de l'époque qui passent. Et je me dis, bon, je vais aller voir s'il y a une ligne qui passe à ce moment-là, quoi. Mmh. Et j'arrive là en haut, ce combi part au moment où j'arrive. Donc là, je commence à pleurer en me disant, bon, qu'est-ce qui va m'arriver ici? Et je crois que là, j'ai ma petite étoile au-dessus de moi. Il y a un livreur de Inca Kola, qui est le Coca-Cola local, qui est en train de livrer le seul magasin du bidonville. Okay. Et le gars me voit, il pige tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas, que je n'ai rien à faire là. Il vient me chercher, il dit, tu restes près de nous et on va t'aider. Et la fille de la tienda, donc du magasin, me dit je suis désolée, mais je dois absolument appeler la police parce que tu as été repéré. C'est un truc type on drop les gens ici, tu as été repéré et les gens doivent être au courant que il y a des gens qui doivent être au courant que tu es ici, quoi. Ouais. Elle me dit on va appeler la police, mais qui est-ce qu'on peut appeler d'autre? Et je dis mais moi je n'ai plus rien. J'ai pas de numéro de téléphone, j'ai pas de GSM, j'ai rien. Et là, arrivent 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. Puis les gens arrivent avec leurs tracteurs, commencent à avoir un monde autour de ce magasin. Et elle me dit, il faut vraiment appeler quelqu'un parce que si tu rentres dans cette voiture de police, il y a des chances qu'on ne te retrouve pas. Je dis, comment ça? Et là, elle m'explique cette histoire avec les flics. Et j'ai de nouveau un bol de dingue, c'est que je mets ma main dans mon jeans et je trouve une vieille carte de visite de mon maître de stage, mais qui est déchiquetée parce que je mettais mes habits à la lavadoria. Ouais, et donc, voilà, à l'époque, j'avais plus ma maman à la maison, donc il y avait bien quelqu'un qui devait faire mon linge. Ouais. Et à ce moment-là, je vois que j'ai cette carte de mon maître de stage, j'essaie d'appeler. La fille à l'accueil me dit, je sais pas qui vous êtes. Et en fait, au siège, qui était le gros siège où moi j'étais, il y avait une partie agence, une partie siège. Sur le numéro de téléphone, il y avait le numéro de l'agence. Et je rentrais jamais par l'agence.
Et là, la fille me dit, non, je sais pas qui t'es, elle me raccroche à la tronche. Ouais. Et là, le gars de Inca Kola rappelle en disant, écoutez, on a votre stagiaire qui est ici, il faut que vous veniez la chercher. Et donc là, en effet, le président de l'ONG rappelle en disant, OK, mais on envoie 2 voitures, on vient la chercher. Mais il n'y a pas de nom de rue dans un bidonville. Il n'y a pas de rue. Et donc, on s'est mis d'accord. Long story short, c'est de dire, voilà, on va se retrouver quelque part à une municipalité, la police arrive, je rentre dans la voiture en ayant prévenu l'ONG que je rentre dans la voiture. Ouais. On arrive à la municipalité et 5 minutes après, arrive mon ONG pour me rattraper, enfin, pour me sauver, si on peut dire comme ça. Et en fait, là, commence mon énervement profond pour les autorités belges. Parce qu'en fait, je suis récupérée par le président de mon ONG et le staff. Donc, ils ont envoyé 2 voitures. Ouais. On me récupère. Et le lendemain, commencent les démarches pour faire justice. Okay. Les procédures. Les procédures. On va à la police du tourisme. La police du tourisme, en fait, n'a aucun poids légal. On va à la vraie police et je leur dis, écoutez, en Belgique, ils savent exactement où mes cartes ont été avalées. Donc, on a le visage des gens, etc. Oui, mais il faut appeler un juge, etc. Et on me met en contact avec le consul honoraire belge sur place, qui est un ancien avocat péruvien qui ne parle pas français. Et je me rends compte qu'on est plusieurs à la police du tourisme à s'être fait kidnapper. Il y a 2 autres Belges néerlandophones. Il y a une salle d'attente, en fait. Et une salle d'attente des kidnappés. Oui. Donc, nous, il y a d'autres Belges qui sont là, qui se sont fait enlever. Elles se sont fait enlever dans une cave, ou je ne sais pas très bien quoi, mais elles en sont sorties. Et elles veulent qu'une chose, c'est se casser et continuer elles voulaient continuer leur trip en sac à dos. Continuer, OK. Ah oui, okay. Continuer. Elles ont dit, on part. Je ne les ai pas vues. C'est à la police où ils m'ont dit, elles sont parties. Et à côté de moi se retrouve un couple de une soixantaine d'années, anglais. Mais eux, ils sont accompagnés de l'ambassadeur anglais, qui est venu de Lima, les accompagner dans les démarches. Wow, okay. Et en fait, mon père, à ce moment-là, avait appelé Lima en disant, écoutez, ma fille vient de se faire enlever, elle est toute seule à Arequipa, elle n'a pas une carte de banque. Bien sûr, il faut la choper, il faut la supporter. Hein. La première chose qu'ils disent à Lima en disant, on n'a pas de trace de votre fille. Alors que l'ICHEC nous avait dit, au mois d'août précédent, dès que vous arrivez, les gars, c'est limite ta faute. Ah oui, non. Voilà, je suis avec Arnaud Lefebvre. On a été tous les 2 arrivés ensemble pour l'échange. On avait été s'enregistrer à l'ambassade comme il nous avait demandé de faire. Donc, mes coordonnées sont à l'ambassade. Et là, comme mon père appelle 8 mois, 9 mois plus tard, non, on n'a pas de coordonnées. Donc voilà, déjà, je me dis, mais à quoi est-ce qu'ils servent ? Et non, mais là, pour l'instant... Et alors, il dit, mais quelqu'un peut assister Pauline à Arequipa, c'est un vol qui coûte rien en dollars, etc. On a trop de festivités pour l'instant, ça va pas. Ouais, un peu busy, quoi. Ils sont un peu busy. Hein. Là, je me dis, mais en fait, vous servez à quoi ? Enfin, je veux dire, c'est pas OK. J'ai un oncle qui est mort dans les montagnes d'un avion crashé 3-4 ans avant au Pérou, où l'ambassadeur belge partait en vacances à Knock, au moment où la famille venait aider pour trouver le corps. Enfin, bref. Voilà. Là, franchement, mon énervement commence à me dire, voilà, je vais devoir faire ça toute seule. Et en fait, on peut plus compter sur les autorités belges, à l'étranger en tout cas. Et donc voilà, et en fait, là, très vite, je me dis, il faut que je laisse tomber parce que ce système est pourri déjà localement au Pérou. Pour me tu faire peux pas justice. changer le système comme ça non plus. Voilà, en Pérou, je peux rien faire. Et en fait, au niveau de la Belgique, ça change rien. Et donc, moi, je me dis, bah voilà, je vais continuer ma vie. J'ai un cousin qui travaille pour l'ONU à Lima, donc je m'arrange avec lui. Je me débrouille, en fait. Moi, je me débrouille très bien. Et voilà, et ça, c'est mon histoire de kidnapping, je dirais, se termine là. Je suis en contact avec l'ICHEC, qui me rassure aussi. Et donc, ça, c'est le trigger, tout ça, ce qui est ouf. Hein. L'histoire est ouf. Et de nouveau, je crois que tu fais partie, heureusement, du mini-quota de personnes qui sont fait kidnapper, que je connais en tout cas. Mais ça, c'est le trigger, selon toi, pour Cura, pour le côté admin. Ouais. Et c'est aussi le trigger de dire je vais être Première ministre. Ouais. OK. Ouais. Pourquoi tu veux être Premier ministre ? En fait, aujourd'hui, je trouve qu'en Belgique, on manque de leadership. Qu'on manque. Tu sais qu'il y a un peu de place là pour l'instant. Il y a encore des discussions en cours avec Barre de Beurre. Tu peux aller. Non, tu peux aller mais c'est en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une déconnexion totale entre la vie du citoyen et de ce qui se passe. Et c'est quelque chose. Je me suis mis plutôt en observatrice. Depuis un petit temps, on m'a approché au moment de toutes les élections régionales et fédérales. Et j'y ai cru. Et puis, en fait, il s'est avéré qu'en fait, ça n'avait pas marché. On a un problème linguistique dans ce pays. Moi-même, je trouve que... Quand tu dis « j'ai cru », c'est... Donc...
Il y a 1 an et demi, quelqu'un a voulu lancer un nouveau parti Ouais, potentiellement. d'accord. Et puis, j'avais été approchée. Et en fait, non, Pauline, il faut que tu changes d'adresse, tu ailles sur Bruxelles parce que tu habites à Overijse. Ouais, Enfin, ok, tous ces trucs-là. effectivement. Et je me Ouais. dis, en fait, aujourd'hui, c'est plus OK d'avoir ce genre de démarche dans un pays qui est aussi petit que le nôtre. Et je dis qu'il est petit parce que pendant 8 ans de ma vie, j'ai habité au Texas, Non, à mais on Houston. était- C'est huge. C'est huge et les choses avancent. Enfin, on sait faire avancer les choses. Et ici, on est dans un pays avec 3 régions où rien que la barrière linguistique est un problème, quoi. Ouais, après, je suis d'accord avec toi. Hein, Ouais. c'est trop compliqué pour un pays trop petit. Mais du coup, c'est quoi le next step? C'est quoi la solution? En fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer en politique tout de suite. D'accord. Je me rends compte qu'à travers l'entrepreneuriat, on sait avoir beaucoup plus d'impact. D'impact, On sait, ok. on sait faire changer les choses. Et aussi à travers la voix. Il y a 2 ans, j'ai 3 enfants. Ouais. Et pour 2 de mes 3 enfants, j'ai eu des problèmes de crèche qui existent. Et c'est encore des problèmes de crèche aujourd'hui. Et donc, avec une autre entrepreneuse, Marie Loger, De quotas? Des problèmes de quotas, de sécurité, de ok, place, de d'accord, ouais. sécurité, de tout, d'horaire, etc. Ok. Et donc, avec une amie entrepreneuse, on a en fait élevé nos voix par rapport à cette problématique-là. Et on a vu qu'il y a 2 entrepreneurs maintenant qui se penchent là-dessus. Mais quand on a levé nos voix par rapport aux problématiques des crèches, Ouais. on a été contacté en summeling par des personnes qui sont actives dans des organismes qui gèrent le secteur des crèches en Belgique, donc l'ONE et Kinenezin, qui Ouais. nous ont dit clairement, il y a un problème. Les services sont gangrénés aujourd'hui par du copinage politico, etc., avec du placement de personnes, etc., etc. Tout le système, ouais. Tout le système. Ouais. Et aujourd'hui, énormément de crèches sont aussi dans des situations compliquées parce que les institutions sont déconnectées de la réalité. Et je ne suis pas OK qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de transparence dans les institutions belges, qu'on ne puisse pas demander des comptes, que ces comptes ne soient pas publiés au day-to-day. Et donc, voilà. Et donc, mon but aujourd'hui est d'être en position d'observation, de voir qu'est-ce qu'il en est, etc., de voir qui sont les Belges qui ont vraiment envie de faire changer les choses. Ouais. Et puis, on verra. Et donc, du coup, moi, à mon échelle, j'ai d'abord été dans le milieu des seniors avec Cura. Et maintenant, je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que je veux vraiment que l'entrepreneuriat D'accord. féminin boom pour avoir des électeurs qui, dans le futur, des femmes qui seront beaucoup plus conscientes dans les choix politiques qu'elles feront Ouais. pour leurs enfants à elles. Si on revient sur Cura, Ouais. en 2 mots, comment tu as scalé ça? Donc, en soi, donc, t'es parti d'aide à ton grand-père. Ouais. Donc, moi, personnellement, j'ai aussi aidé ma grand-mère sur 2-3 Ouais. trucs, Ouais. mais j'ai pas fondé une boîte derrière par Non. rapport à ça. Donc, comment tu as scalé ça et comment ça s'est mis et comment ça s'est arrêté? Ouais. Alors, du coup, PwC ça a été important pour moi d'être passé par PwC parce que PwC m'a amené beaucoup de structure dans tout ce qui était process, Ok. tout ce qui était flux d'informations, tout ce qui était organisationnel. Donc, quand j'ai commencé à travailler pour mon grand-père, j'ai noté tout ce que je faisais. Et c'était vis-à-vis de la famille. Je voulais que ce soit très transparent, mais je voulais aussi pouvoir faire une carte, en fait, ce que j'ai appelé un dossier de vie de C'est mon quoi, par grand-père. exemple? Donc, l'aider sur le paiement de factures téléphonie, Tout. C'était, il y avait le la brancher partie- sur Internet. Ouais. Ok, Il y ok. avait la partie pro et la partie perso, ce qui est le quotidien de beaucoup d'entrepreneurs aussi. Et donc, c'était de savoir qui sont tous les prestataires autour de lui au niveau pro, mais au niveau privé aussi. Quel est son budget? Qu'est-ce qu'il a prévu pour le futur? Quels sont les documents légaux qui sont en cours? Est-ce qu'ils sont encore d'actualité? Et donc, j'ai commencé aussi à aller voir tous ces prestataires. J'ai été voir sa banque privée, qui à l'époque était Petercam de Grove. J'ai été voir son courtier en assurance. J'étais en contact avec son infirmier. J'étais en contact avec son plombier, etc. Donc, t'as cartographié tous les life events Tout. d'une personne Tout. senior. Tout. Donc, vraiment le daily life Daily life. du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. Ok. Tout Et ce qui était inclus. t'as fait quoi? T'as fait une espèce de matrice de priorité, de risque, c'est quoi L'idée le... était de faire, moi je l'ai fait donc du coup sous forme j'ai documenté chaque event, Ouais. chaque situation pour pouvoir l'expliquer à la famille, mais aussi pour pouvoir me rendre compte de ce que j'apprenais et toutes les informations que j'avais eues. Et donc, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Mon grand-père, à l'époque, avait un contrat de mariage avec ma grand-mère, mais il n'était plus d'actualité. Ils n'avaient pas ils n'avaient pas fait un inventaire de tous leurs biens. Ils n'avaient pas fait une programmation successorale. Et donc, c'était d'expliquer, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, et qu'est-ce qu'on fait? À quel moment est-ce qu'on fait ça? Ok. Et du coup, tout ça, j'ai noté. J'ai commencé à noter ça dans un intranet très simple. À l'époque, c'était dans un Google Drive, dans les Google Sites. Et en fait, en rencontrant les prestataires m'ont dit « Mais on a plein de clients qui ont besoin de votre aide. » J'ai commencé à... Ouais, Et ok. à la banque, le nombre de familles en fait qui ne sont soit plus présentes, soit les parents âgés ne voulaient pas du tout impliquer leur famille là-dedans, soit c'est des personnes qui
qui étaient de la Première Guerre mondiale, qui n'avaient pas eu d'enfants, et donc des gens qui étaient extrêmement seuls. Et en fait, c'est à la banque, chez Petercam Grove, qui m'ont dit « Pauline, on a envie de te référencer auprès de nos clients, mais il nous faudrait un nom. » À l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. Donc, je ne savais pas où aller chercher un nom. Donc, tu es passé de j'aide mon grand-père, je documente un peu. Exactement. Et puis après, une institution financière t'a dit tiens, by the way, en fait, on veut outsourcer, on veut mettre un peu de servicing en plus. Exactement. Trouve-toi un nom, fais quelque chose, quoi. Fais quelque chose. Ok, fais quelque chose. ok, do it. Do it. Okay. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ok. Et là, ça, c'est ma partie réactivité. Donc, on me dit, Pauline, trouve un nom. Ouais. Pauline lance une boîte. OK, ben voilà, je vais le faire, tu vois. Et donc, je trouve les solutions pour le faire. Et du coup, à ce moment-là, j'ai juste dit, voilà, ça va être curaservice.be. Je vais aider les seniors. Voici les 5 services où je sais que ça va aller. Parce que du coup, mon grand-père et ma grand-mère, il fallait les déménager. Voir si on faisait un mandat extrajudiciaire à un moment donné ou pas. Voilà, toute une série de choses qu'on a mis en place. Et en fait, j'étais seule. À l'époque, quand j'ai lancé, j'étais indépendante pendant 3 ans. Pendant ces 3 années-là, pendant la première année, pendant ces 3 années, j'ai eu un enfant. Ouais. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir continuer avec mon 2e enfant qui arrivait, j'ai décidé de passer en société. Première personne que j'ai engagée, c'était ma mère. Parce que ça aide aussi, du coup. Ça aide. J'avais besoin de quelqu'un de confiance. Ouais, et j'entendais... Je voyais beaucoup trop... En étant seule, j'ai vraiment été sur le terrain avec mes clients. Ouais. L'arnaque est partout. L'arnaque est partout, même dans les institutions. Quand tu dis arnaque, c'est des gens qui en profitent. Qui profitent. Et qui overprice certains services. Tout. Qui vont te mettre un abonnement. Le plombier va te mettre un abonnement pour venir te déposer du sel chaque année. Et en fait, le sel, c'est le même depuis 5 ans. Okay, et voilà. C'est là-dessus, moi, j'ai rien contre les plombiers, les chauffagistes, etc. Mais en fait, c'est parce qu'on est en manque d'expertise. Typiquement, moi, j'appelle un plombier, c'est souvent dans l'urgence. Tu dis pas, tiens, je vais faire venir mon plombier ce week-end, ça va être sympa. Donc, il vient dans l'urgence. Et toi, par rapport à ton appétit à cette urgence, tu te dis, il va venir 200 balles, qu'est-ce que 200 balles? Mais c'est quoi l'expertise derrière que tu vas pouvoir donner ou pouvoir justement challenger par rapport à un service? Parce que finalement, le service, c'est pas que pour les personnes âgées. Ouais. T'as 20 ans, tu veux un plombier, c'est pareil, non? Tu fais comment pour gérer ça? Je pense que aujourd'hui, quand il y a du service, il faut être très clair et il faut avoir un engagement et il faut pouvoir aussi, donner avoir un rapport, tu vois, donc de pouvoir se dire, OK, ça, on s'engage à ça. Par exemple, le plombier qui dit qu'il va passer une fois par an, en fait, s'il passe pas une fois par an, c'est pas OK. Souvent, les plombiers, quand ils viennent faire, par exemple, l'entretien de la chaudière, ils vont venir noter, ils te programment un rendez-vous pour l'année d'après, etc. Et en fait, aujourd'hui, à travers Cura, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup et c'est pas que les plombiers, c'est d'autres services aussi, qui en fait se disaient, voilà, on est bien content, on fait payer une mensualité ou une annuité à nos clients, et en fait, on passe pas. Et ça, c'est pas OK. Je suis OK qu'on demande un abonnement. D'accord. Ouais. On a fait une carte, on a fait un Excel, et c'était avec des outils de base, en disant quand est-ce que chaque année passent ces intervenants. Et s'ils ne passaient pas, alors on faisait un check avec ce client en disant c'est pas normal que ton plombier soit venu. C'est pas normal que le jardinier qui dit qu'il passe tous les mois ne vienne pas. Et là, t'as envoyé ta mère pour lui péter la gueule. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, au max qu'on est arrivé, c'était 3 employés et je dirais 7-8 indépendants. L'idée était d'avoir des personnes qui travaillaient localement pour pouvoir intervenir rapidement chez les clients. Donc, tu avais plus, finalement, de travail back-office derrière. Ouais. Et le développement de l'activité commerciale, exactement. Ça se faisait via toi ou via les banques ou via. Ok. Et t'as jamais pensé à bon, tu vas me dire, c'est peut-être trop digitalisé par rapport à des personnes âgées, mais justement, quand tu dis j'ai cartographié ça, à dire en fait dans l'année il y a des événements, c'est des saisonnalités. Ouais. Typiquement le plombier ou prenons un truc encore plus simple, le ramoneur. Tu as une cheminée, il faut la ramoner pour l'assurance peut-être une fois par an. Ouais. Dire, OK, en fait, il va venir à ce moment-là. Et tu mets ça dans l'agenda. Et mettre un espèce d'applicatif ou une application agenda. Si. OK. Et il faut, en fait, mais c'est quelque chose que, même pour les entrepreneurs, enfin pour tout le monde, il faut C'est avoir l'organisation. ça. Et à l'époque, c'était... Ma banque est toujours Belfus. Et en fait, je les avais approchés en disant, voilà, je voudrais développer une app, etc. Mais voilà, j'avais déjà mes 2 enfants et je me rendais compte que ça devenait beaucoup pour moi de devoir et gérer mon staff et de faire du commercial. Et donc, je me suis associée, fin 2019, j'ai vendu 49% de ma boîte à un autre acteur dans le milieu de la personne âgée. T'as vendu parce que tu as eu une belle opportunité financière ou t'as vendu parce que, en fait, je voulais grandir. La manière de scaler, voilà. Ouais, je voulais grandir et donc c'était des acteurs du côté de la Flandre.
Et donc, fin 2019, je vends la moitié, 49% de ma boîte à des investisseurs néerlandophones en me disant, voilà, on va pouvoir aller vers la Flandre, ça nous fera plus de cash et plus de chiffre d'affaires. Et du coup, à ce moment-là, on pourra aussi financer, si on veut, la partie de digitalisation. C'était quoi le modèle financier derrière? Donc, les personnes âgées, tes clients, tes membres, payaient un fee? C'était un abonnement? Non. Ou c'était un fee on top of the service? Même pas, c'était vraiment à l'heure. Et c'est à l'heure. ça. Ouais, c'était à l'heure. Okay. On était vraiment dans les débuts. Donc c'est comme un avocat. Exactement. T'es une conseillère en fait. Exactement. Et donc voilà, d'année en année, on indexait. On a commencé à 50 € de TVAC l'heure. Hein. Et voilà, je pense que quand j'ai quitté, je pense qu'on était à 65 ou quelque chose comme ça. Mais l'idée, en fait, après, a été de plus vendre à l'heure, mais vendre des packages. Et donc, on a changé la formule en vendant des packages de 10, 20 et 50 heures. Ouais. Et ça nous permettait, en fait, de savoir qu'on n'avait plus de one-shot. Parce qu'en fait, le one-shot, ça nous crevait notre énergie. Et donc, dans un package, tu savais très bien que quelqu'un avec un profil plus ou moins complexe, c'était ce package-là. C'est ça? Oui. OK. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui était... qui n'avait pas une vie spécialement facile, qui était très complexe, mais qui avait peu d'argent, devait payer beaucoup plus pour être accompagné. En fait, je dirais, nos clients avaient quand même un certain revenu financier, un certain standing. Et du coup, les one-shots, en fait, étaient les gens qui avaient les moins de moyens financiers, mais qui, du coup, souvent avaient les plus de problématiques, qui demandaient plus d'énergie. Et ça, du coup, on a dû choisir un peu qui étaient nos clients, quoi. Si on revient sur le côté Premier ministre et structure du gouvernement, etc., effectivement, là, c'est plutôt premium. C'est-à-dire que quand tu as le choix et l'argent pour te dire, OK, en fait, je vais au ça, il y a cette chapeline qui va m'aider à tout faire. Les gens qui n'ont pas de revenus ou qui ont moins de revenus, c'est pas possible de mettre des bons de l'État qui vont donner des crédits pour Cura. Il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus? Si, il y aurait moyen que ce soit le CPS qui sponsorise. En fait, aujourd'hui, le CPS, on a voulu travailler à faire des collaborations avec le CPS, avec une très chouette présidente à l'époque qui était Sophie Carton, présidente du CPS à Schaerbeek. Et on a voulu faire un partenariat parce qu'en fait, ils se sont retrouvés au CPS débordés par la situation des seniors, la fracture digitale, etc. Et en fait, il y a eu un gros problème avec la vision qu'avait le CPS qui disait, mais en fait, ce sont nos seniors, ce sont nos pauvres. Et il y a personne, c'est pas une société privée qui va s'occuper de nos pauvres, alors qu'il laissait énormément de personnes âgées dans une grosse problématique livrée à eux-mêmes. Et donc, on n'a pas pu aller plus loin. Et ça manque, les collaborations privées-publiques. Ça manque énormément, alors qu'on aurait pu faire avancer les choses, on aurait pu être efficace. Surtout que tu en as plein. On était déjà délocalisés sur des localités spécifiques, donc on savait comment on pouvait intervenir. Et c'est ce genre de choses où, même pour elle, je veux dire, c'est exaspérant de vouloir faire avancer les choses et en fait, on est gangréné par un système qui veut rester comme ça là-dedans. Parce que là, on parle des seniors, mais finalement, en fait, moi, par exemple, j'ai appris. Moi, j'aime bien apprendre, donc c'était plutôt cool comme expérience. J'ai été chez le pneumologue. Je toussote un petit peu de temps en temps comme ça, etc. Bref, je me suis dit, OK, Brice, il faut y aller. On va faire un petit self-care. Et lui, il me dit, on va faire des examens sanguins. C'est peut-être par rapport à des allergies, etc. Je dis, OK, on fait ça, let's go. Je dis, par contre, je vais où? Il me dit, comme ça, vous allez où? Je dis, je dois faire une prise de sang, quoi. Je vais où? Il fait, OK, je peux vous donner... personnellement, je ne savais pas trop où aller. Alors que mon père est médecin, toute ma famille est dans la médecine, donc je peux dire, OK, je vais chez mon père, mais bon. Donc là, il me donne un centre, et il me dit, en fait, dans 5 jours, vous connaissez le site mysanté.be. Tu connais? Oui, je connais parce que... Moi, je ne connaissais pas. Ah non, mais il n'y a personne qui sait. Mais je me suis dit, c'est génial, c'est ce truc où tout est tout rassemblé. Et puis je me suis dit, c'est génial, mais en fait, c'est logique de l'avoir. Oui. Et puis finalement, il me dit, OK, voilà, donc tu as une prescription pour avoir un petit puff qui est sur ma carte d'identité. Je ne savais pas qu'on peut mettre ça sur la carte d'identité. Et là, je bosse beaucoup avec des Français et eux, ils sont plus au courant que nous. Et d'ailleurs, ils mettent ça en avant. Ils disent, ah ouais, en Belgique, il y a tout sur la carte d'identité. Ils trouvent ça génialissime. Moi, d'une façon ou d'une autre, j'ai découvert ça, mais je trouve ça plutôt logique de me dire, en fait, il y a une puce et sur cette puce, on peut mettre des trucs. Du coup, la question, c'est qu'en fait, les immigrés qui arrivent chez nous, les populations vieillissantes, les jeunes qui découvrent un peu la vie. En fait, il y a des créneaux un peu sur tout. C'est quoi les services à l'heure actuelle? Est-ce que tu connais des boîtes? Est-ce que tu as des nouvelles idées business par rapport à ça? Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Après, c'est savoir Là, imaginons, tu as le temps, t'as
ton activité actuelle, Ouais. qu'il faut qu'on en parle aussi, mais tu peux le faire. Là t'as rien, là. T'as rien. Non, C'est un concept aujourd'hui, de- c'est d'arriver à faire une app. En fait, il y a plein de choses. Il y a Dockle aujourd'hui qui te permet de centraliser tes documents. Il y a ce qu'il y a sur ta carte d'identité. Il y a le coffre-fort. Dockle, c'est plutôt, Oui, mais un outil Oui, digital. mais ils veulent rassembler les documents, mais certains documents, tu les retrouves aussi sur MyMinFin. Il y a le coffre-fort des notaires qui a été lancé aussi. Il y a Ouais. énormément de choses qui aujourd'hui sont mises. Mais c'est Et- du piqué, c'est souvent du piqué. et Tu reçois une amende, tu la reçois à la poste, Ah, tu la reçois par partout, mail, tu la reçois par MyMinFin. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de pas les payer, ça m'est déjà arrivé souvent, Ouais, ouais. mais ça m'est arrivé de le payer 2 fois seul, ou 3 fois. ouais. Et puis du coup, tu reçois des trucs, ok. Et je pense qu'arriver à pouvoir te dire, en fait, j'ai mon app et je choisis qu'est-ce que j'ai envie de faire arriver ici. Je ne sais pas exactement Ouais. comment, parce que voilà, c'est pas aujourd'hui la partie, j'irais tech, je la laisse vraiment aux gens qui sont techie, etc. Mais c'est vrai que je le vois même aujourd'hui dans les entrepreneurs que j'accompagne, de savoir où aller chercher l'information, où faire venir toute l'information au même endroit, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau IT professionnel, je me suis outillée avec Odoo, parce que pour moi, c'est le meilleur endroit pour pouvoir vraiment gérer ma boîte en un seul endroit unique. Ouais. Mais c'est clair qu'il faudrait pouvoir avoir ça aussi pour les maisons. Le nombre de clients que j'ai accompagnés dans la vente de leur maison, et il y a le dossier d'intervention ultérieure à réaliser. Aujourd'hui, il n'y a pas d'application qui, en fait, reste liée à la maison elle-même. Et tu devrais pouvoir avoir toutes les factures liées à une maison et que les nouveaux acquéreurs puissent se dire « Ok, j'achète une maison, mais je reçois un espace cloud où il y a tout l'historique de ma baraque. » Il n'y a pas aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais c'est donc quoi le voilà. mieux, selon toi? C'est d'avoir un one-stop shop qui compile tout, qui fait le servicing de tout. Mais ça, c'est pas le rôle, finalement, ce qu'on appelle beaucoup au niveau beyond banking, les nouveaux services. C'est pas le rôle, finalement, de l'institution financière de le faire. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui C'est pas les mieux vont- placés pour le faire. Oui, mais aujourd'hui, le banquier n'est plus tellement accessible non plus. Justement. Donc voilà. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas spécialement envie que leur banque soit au courant de tout. En Belgique, Pourtant, c'est déjà le cas, non? ah oui, mais en Belgique, et je peux le confirmer, c'est qu'il y a encore, que ce soit dans le milieu des seniors ou le milieu des entrepreneurs, il y a encore énormément de blacks, mais énormément. Et du coup, je dirais, les gens sont pas encore à fond dans la partie où on a envie de mettre toutes nos informations dans un cloud, on ne sait pas très bien comment est-ce que ça va être géré. Je pense que c'est plutôt la partie organisationnelle qui doit être mise dans un cloud avec savoir... OK, j'ai mon assurance, j'ai mes abonnements, etc. Quand est-ce que ça tombe tous les X? Quand est-ce que je dois aller faire un check-up chez mon dentiste? Quand est-ce que mon plombier passe? Et quand tu as 3 enfants, je peux dire que ta charge mentale, à un moment donné... Mais justement, peut-être ton assureur a peut-être intérêt à créer ça. Ah oui. Il y aura certainement moins de sinistres Ouais. de par le fait de prévoir, d'être plus prévoyant. Ah oui. Et ça va pour tout, hein. Ça va de la machine à laver à tout. Hein. Je veux dire, on peut Ouais, faire bien ça sûr, avec bien tout. sûr, bien sûr. Ah bon, après, il y a peut-être une limite. Ouais, mais Bon. tu parles à une femme, je peux te dire que le problème de la machine à laver, c'est important aussi, tu vois. Ouais, Donc, j'aime aussi que mes vêtements soient propres, je t'avoue. Et du coup, shiftons peut-être un peu sur l'actuel. Ouais. Donc, moi, je me rappelle, donc, on avait parlé de Cura, Ouais. et puis on avait parlé de donner des points à des entreprises pour avoir accès à différents masterclass. Ouais. Et tu avais commencé par me dire, Brice, en fait, tu te rends pas compte, mais quand tu arrives dans ta maison, le plus important pour te sentir bien, c'est que ça soit quand même bien rangé. Ouais. Et donc là, je pensais directement à Marie Kondo. Je dis, OK, je voyais Pauline ranger ses chaussettes de lundi, tu sais, les gens qui ont des lundis, et puis parfois ils mettent lundi et mardi. Est-ce que c'est une erreur? Tu vois, est-ce que c'est déconné ou pas? Mais, et donc toi, finalement, tu m'as dit, OK, il y a ça. Ouais. Et puis tu m'as dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc là, tu es sur quelque chose de... Bon, ça reste du self-care. Ouais. Mais comment ça, t'es vraiment, arrivé là-dessus? tout s'est enchaîné parce que du coup, j'ai vendu la moitié de ma boîte en 2019. En Là, t'as 2020, plus. Cura, il n'y a plus. il n'y a plus. T'as En plus, toi. 2020, arrive le Covid. Là, c'est drama, zéro euro de chiffre d'affaires. Avec mes associés, ça part complètement en sucette. Donc en fait, tu as vendu au bon moment. Mais j'ai vendu la moitié. Hein. Tu as Et- vendu la moitié au bon moment. Au bon moment. Et en fait, à ce moment-là, en 2020, je suis contactée par le groupe Corian, gros acteur en France des maisons de repos. Commence toute une période de négociation pour vendre. Et donc, on vend l'entièreté de Cura en février 2021. Ouais. Et du coup, j'intègre Corian en 2021 dans un groupe avec, je crois, 4-5 000 personnes et une grosse majorité de femmes. Et c'est là que je me rends compte très, très vite, en fait, qu'il y a une énorme problématique, en tout cas sur le quotidien des femmes, sur le fait que les femmes doivent travailler, qu'elles sont peut-être pas au bon endroit dans leur Ouais. job, qu'elles ne travaillent peut-être pas dans les bons horaires, etc., qu'elles se mettent pas de limites.
je vois énormément de burn-out dans la société dans laquelle j'intègre. Je vais trouver le CEO en disant, écoute, moi, je suis là pour faire le handover de Cura dans votre boîte Corian. Mais en fait, ça ne m'excite pas du tout parce que en fait, mon business, je le connais. On est là pour le scaler dans votre boîte. Mes anciens associés n'ont pas suivi dans la boîte, donc je suis toute seule à piloter mon équipe, à la faire rentrer et s'inclure dans la boîte. Mais c'est une boîte qui a fait l'acquisition de 120 maisons de repos en moins de 20 ans. Et donc, l'arrivée d'un nouveau produit dans la boîte est très compliquée. Okay. Et en fait, je constate vraiment cette problématique au niveau de l'humain, parce que c'est une société qui fait de l'humain, des maisons de repos, du service à domicile, des aides-soignantes, des titres-services, etc. Donc, ils ont une politique de diversification. Et de là vient l'idée de micro-steps, en disant il faut absolument que ces femmes, on les aide. D'une manière ou d'une autre, c'est pas possible que ces femmes arrivent crevées au boulot, au bord du burn-out, avec un problème organisationnel dans leur quotidien. Tout ça ne va plus. Je décide de démissionner. Et pourquoi les femmes? Parce que finalement, c'est un peu tendance de dire, OK, woman on top, tout ce qui est wokisme, etc. Le fait de dire, OK, les femmes, elles ont un plafond de verre. Nous, on a mis en place, par exemple, un mentorat. Je crois que c'est une des meilleures façons d'essayer de rééquilibrer les choses. Donc, il y a pas mal d'initiatives. Mais là, tu te focalises que sur les femmes. Alors, aujourd'hui, la plupart de mes clients sont des femmes, mais j'ai des clients hommes qui ont commencé à les accompagnements. Donc, c'est plutôt D&I, en fait, Diversity Inclusion. Oui. OK, c'est pas que femmes. C'est pas que femmes. Donc, je fais aussi des retraites, mais on va arriver dans 2 secondes. Et en fait, c'est pourquoi est-ce que je me suis adressée aux femmes, c'est que je me suis retrouvée dans un monde de soins où il y avait énormément de femmes. Et je suis dans des réseaux... J'étais dans des réseaux, et parce que voilà, on choisit nos réseaux aussi en fonction des besoins qu'on a à ce moment-là. C'est quoi de beau, Woman on Top? C'est pas, moi, je suis pas dans Woman on Top, parce que tu l'as déjà mentionné plusieurs fois. Mais, je l'ai vu indiqué dans ton LinkedIn. Non, en fait, dans les réseaux dans lesquels j'étais, j'ai été chez Hors Normes, qui était un réseau de femmes qui sont vraiment dans la période de lancement. J'ai été à Denine aussi, qui est un réseau qui est plus orienté, je dirais, dans toutes les femmes qui sont dans des institutions politiques, publiques, etc. D'accord. Et j'ai été au réseau Entreprendre aussi. Et j'ai souvent très fort cliqué avec les femmes. Et aujourd'hui, mon dada, c'est clairement les femmes, parce que je me rends compte que ce sont les femmes qui sont les plus ouvertes à vouloir apporter du changement dans leur quotidien et qui sont ouvertes à se dire, OK, ce changement va arriver par des micro-actions que je dois mettre en place, là où les hommes sont souvent très, très fonceurs et ont moins cette réflexion et le temps de la réflexion. Okay. En fait, une femme, si ça ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Mais elles vont chercher leurs limites très, 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 très loin, parfois trop loin. Et je peux m'identifier à ça. J'ai eu des problèmes hormonaux en mettant un stérilet après mon enfant, où j'ai cru que j'allais crever. Ça a mis 8 mois pour me rendre compte qu'en fait, j'étais en train de presque commencer un burn-out. Ça n'a pas été un burn-out, mais j'ai dû faire enlever ce stérilet. Voilà, j'ai avorté aussi. Donc, la période post-avortement, c'est compliqué aussi pour les femmes aussi. J'en ai beaucoup parlé avec ma gynéco, qui aujourd'hui, ma gynéco, elle va faire des talks chez Google sur tout ce qui est, par exemple, la ménopause, parce qu'on ne se rend pas compte dans les entreprises. La situation de la femme en ménopause, c'est très, très, très compliqué. Okay. Et donc, la femme passe par énormément de chapitres différents dans sa vie qu'en fait, on ignore complètement dans la partie corporate. Complètement. Complètement. Une femme qui doit revenir après 3 mois au boulot, son enfant probablement ne dort toujours pas. À la crèche, on va l'appeler pour dire que son enfant a de la température, etc. Voilà. Je ne dis pas du tout que les hommes ne sont pas là-dedans, parce que j'ai énormément de copains aujourd'hui, d'amis, qui sont très, très impliqués dans le quotidien de la famille. Et donc voilà, et du coup, j'ai d'abord commencé des retraites. J'ai moi-même commencé un parcours de développement personnel en me rendant compte que la partie d'avoir un chez-soi qui était bien organisé, qui était propre, qui n'était pas trop chargé, avec une alimentation saine, en faisant du sport, etc. Mais c'est des choses qui sont compliquées. Moi, j'ai grandi au Texas. Pendant mes grossesses, j'ai pris 25 kills parce que je buvais 2 coca par jour, je mangeais 3 croissants, je me faisais livrer de la Domino's Pizza. Enfin, je veux dire... J'étais un mammouth, quoi. Et c'est en fait, c'est en commençant toutes ces parties de dev perso, c'est que tant que tu ne te respectes pas toi-même, tant que tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne te mettras jamais de limites et donc tu seras épuisé. Et donc, j'ai commencé en créant des retraites de femmes de tout horizon, où en fait, je me suis un peu... C'est quoi le but derrière? C'était en fait de leur ramener un déclic, de se dire, OK, il y a des choses... Et donc, déclic et équilibre. J'aime pas dire équilibre, parce qu'en fait, l'équilibre, je trouve que c'est archi compliqué à atteindre. Et qu'en fait, c'est relatif, c'est personnel. C'est personnel, mais du coup, j'aime bien parler de priorités. Pour moi, il n'y a pas d'équilibre parfait. D'accord, OK. Donc, les priorités viennent en fonction du chapitre de vie dans lequel tu es.
Donc, les retraites étaient à la base sur le sommeil, l'alimentation, être dans le moment présent, son habitation, etc. Ok. Mais c'était trop Ça t'en fait vague. encore pour l'instant. Et en fait, non, j'ai changé la formule. C'est que c'était trop vague. Et du coup, je me suis orientée vraiment sur les entrepreneuses et comment mettre tout ça dans leur business. Et donc, mon pitch, c'est de dire, je t'aide à construire ou à reconstruire ton business autour de ton quotidien et pas le contraire. Ok. Ça marche pour l'instant, Microsoft? Ah oui. Ouais, ça cartonne? Ouais. Ça, Ok. je suis hyper contente. C'est quoi cartonner? On parle. C'est qu'aujourd'hui, j'ai des retraites full de 10 personnes quasi tous les mois et demi. Donc, ça, je suis En Belgique? hyper contente. En Belgique. Ouais. Je veux rester en Belgique et pas besoin d'aller à Essaouira ou autre pour faire. Parce que je me rappelle qu'on avait parlé d'un voyage à l'étranger, mais je trouve que tu peux prendre le temps ici en Belgique de le faire. Ouais. Et je propose des accompagnements de 3 mois, vraiment en one-to-one. Avec définir qui est-ce qu'on est à partir de son why, quel quotidien est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut restructurer ses services, etc. Et tu fais tout toute seule? Aujourd'hui, je fais tout toute seule. Ok, Il y a donc par exemple, quelqu'un te dit voilà, moi ça m'intéresse tes retraites. Ouais. Il y a 8 steps, il y a 8 thématiques, mais il n'y a pas Ice Bass. Ouais, Imagine, t'as pas Ice Bass. Non. Mais moi, je veux absolument Ice Bass. ouais. Tu fais comment? Tu vas chez quelqu'un d'autre? Je suis quelqu'un d'autre. D'accord, ok, d'accord. Donc il n'y a pas de Il y a cross-selling. plus- non, alors du coup, clairement, je veux dire, le Ice Bath ne fait pas partie de mon offre parce que aujourd'hui, il y a une offre À très l'heure actuelle. business. Ouais, il y a une D'accord. offre très business et autour duquel on vient mettre la partie mindset parce que pour moi, c'est dans un business, il y a la partie vraiment 80% de la personne et 20% de Ok. la stratégie par rapport au business. Et donc, voilà, on peut aller faire... tu me demandais s'il y avait des pratiques que moi, je faisais. Moi, j'adore faire du breathwork. Des routines, tu veux dire? Comment? Des routines. Ouais, des routines. Alors, le breathwork, je le fais pas au quotidien. Hein. Je vais à des séances de breathwork données par une healer. Tu fais quoi au quotidien? Au quotidien, moi, j'ai ma routine du matin qui est primordiale. Ah, c'est Mon quoi, vas-y? Miracle Morning. Ouais. Je me réveille le matin, c'est en 6 steps. Et donc, c'est vraiment être en silence. Être en silence. Ouais. Avec 3 enfants. Tu magnifique, peux être ça. en silence avec 3 enfants. À 4 h du mat. Tu peux te réveiller un peu plus tôt. Si tu te réveilles 6 minutes plus tôt, c'est déjà assez. Et Ok. la technique, c'est Lifesavers. Et donc, le mot, c'est le S, c'est Sit in Silence, c'est s'asseoir en silence. Faire des affirmations. Donc, c'est des affirmations que tu crées toi-même. C'est quoi, par exemple? Des affirmations, c'est par exemple en disant je suis tout à fait capable de vendre mes retraites. Voilà, ça peut être. J'ai une réunion compliquée à midi. Oui, je j'ai vais une le faire. réunion J'ai déjà fait. d'opinion, ça va être, mais ça va. Aujourd'hui, je suis fort, etc. Ça peut être toutes les affirmations qu'on veut, qui sont vraiment des affirmations C'est qui quoi te ça? C'est permettent. pour créer de la dopamine? C'est quoi? C'est pour te créer ta confiance en toi. En fait, ça fait switcher, ça déconnecte et reconnecte des pensées méditatives que tu as. Et D'accord. donc, tu recrées des nouvelles pensées. Ok. Il y a la visualisation. Et ça c'est avec un support de vision board que tu peux faire. Et donc, la visualisation, c'est se projeter. Fais un dessin, c'est quoi? C'est du découpage d'images qui t'attirent Ok. et qui ont une signification derrière. Donc, c'est pas juste parce que tu découpes, je sais pas moi, le Mont Blanc que ça a une signification. C'est peut-être que tu as besoin d'être beaucoup plus Mais en contact découpage, avec... donc me dis pas que chaque matin tu fais un bricolage, quoi. Je fais pas un bricolage chaque Ok. matin. Je me crée un vision board pour D'accord. 18 ok, mois. ok, ok. Et en fait, C'est un peu comme un mood board Un peu d'accord. comme un mood board. Ok, je vois. Ok. Et donc là, c'est de la visualisation. Et donc, je repense à ce vision board, je me vois dedans Ouais. et je sais exactement quelles sont les choses que je veux atteindre et pourquoi. Donc, il y a une raison, il y a toujours le why qui est derrière tout ça. D'accord. Ensuite, il y a le E qui est exercise. Donc, je fais 10 minutes d'exercice tous les matins. Tu fais quoi? Euh, Squats, abdos? Tout, ouais, tout ça. La planche, la chaise, le truc, machin. Enfin, voilà, c'est des exercices. Je fais ce qui me convient à ce moment-là. Ok. Mais je mets C'est là le- que les enfants commencent à venir autour, non? Exactement. Et Ouais. ils commencent à m'imiter. Donc, Bien c'est sûr, très bien. c'est bien, c'est bien. Donc, Ouais. donc voilà. Puis il y a read. Donc c'est important, même si tu lis qu'une page le matin, c'est important de pouvoir Et tu lis lire quoi? Un bouquin? beaucoup de livres business ou développement personnel. D'accord. Et puis après, il y a l'écriture. Et donc c'est journaling. Donc soit c'est vraiment sortir toutes tes pensées de la nuit, soit avoir des choses auxquelles tu veux penser pour plus tard, etc. Ok. Et en fait, à partir du moment où tu mets ces 6 points en marche dès le matin, en fait, tu as vraiment un focus de toi-même. Et si j'ai pas le temps de le faire, alors je me mets 1 ou 2 méditations un peu actives au volant. Et donc voilà. Et donc c'est beaucoup de se centrer sur soi-même. Et pour donc il n'y a pas s'écouter, quoi. de douche froide là-dedans, dans ta Il y routine? a si, la douche froide tous les matins dans ma douche. Jeûne intermittent? Non, mais je mange de manière hyper régulière. Comme les asiates. Tu manges un peu tout le temps quand t'as faim, quoi. Non, je mange de manière régulière. Donc ça veut dire tous les matins, je mange mes œufs, des protéines, Comme ça, tu veux etc. dire. Ah, d'accord. Je mange à midi, je mange le soir. Régulière, et tu veux dire que tu as des fréquences. c'est dans mon agenda, c'est bloqué. Il y a marqué de midi à 1, je mange. Et il n'y a pas de rendez-vous qui tombe à ce moment-là. Il n'y a pas de call, il n'y a rien. C'est quoi la limite moi, je trouve ça génial. Hein. Ouais. Pour moi, la routine, c'est super powerful. C'est quoi la limite entre ça et être un peu extrémiste, quoi? C'est-à-dire que tu peux limite
bloquer ton téléphone parce que tu as ta séance de relaxation. Tu dis, OK, don't talk to me right now, je suis occupé. Ouais. C'est quoi la limite sociale par rapport à ça? En fait, à partir du moment où tu acceptes, tu crées la personne que toi, tu as envie d'être, les autres vont l'accepter aussi. Et en fait, malheureusement aussi, ça passe par un nettoyage. Je dirais des personnes aussi qui t'entourent. Et quand je dis un nettoyage, c'est un tri. Il y a des gens qui... Tu dis quoi? Un écrémage naturel. Des gens qui finalement n'ont pas la même vision, vocation. Exactement. Et tu dis, bon, OK. Voilà, et ça se met plus. Dude, c'est cool, t'es sympa, mais apparemment, on n'est plus aligné. J'aimais bien faire la fête avant. J'étais toujours très partante pour plein de choses. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose qui drainait énormément mon énergie. Et que du coup, je n'avais plus l'énergie à mettre dans les choses que j'aimais bien. Du coup, aujourd'hui, je bois beaucoup moins, je sors beaucoup moins, je fais beaucoup plus attention à mon sommeil. La manière dont je pense, les personnes qui m'entourent, j'ai besoin d'être nourrie par des gens qui sont alignés à gérer aux mêmes valeurs que j'ai, de prendre soin de soi-même, d'avoir des business dans lesquels on est passionné, etc. Et oui, il y a une partie, parfois c'est un peu difficile à faire, mais il y a une partie de gens que je ne vois plus. Ça se met plus. C'est plus des gens avec qui je partage les mêmes choses. Et en fait, pour moi, c'est ce que j'expliquais à tous mes clients, on a une bulle autour de nous, on a un univers autour de nous, on le remplit comme on veut. Mais quand il est trop rempli, il va falloir évacuer certaines choses. C'est un peu comme dans sa maison. Tu veux un nouveau canapé, tu dois dégager l'ancien pour mettre un nouveau. Et en fait, si tu veux pouvoir accueillir des nouvelles personnes dans ton environnement, tu dois faire de la place. Et c'est vrai, tu dois faire de la place pour pouvoir... Donc si un jour on se voit plus, c'est que tu as acheté un nouveau canapé, quoi. On se verra encore, évidemment. Non, mais par exemple, tu vois, j'ai de la place quand je choisis d'avoir la place, mais quand j'ai besoin du temps pour moi, aujourd'hui, c'est OK. J'ai assez de self-confidence en moi de me dire qu'il y a des moments où je dois ralentir. Et c'est ce que je te disais, c'est que je fonctionne aussi beaucoup en fonction de mes cycles hormonaux. Quand j'ai mes règles, je ne vais pas spécialement poster sur les réseaux sociaux parce que je suis drainée et que ce n'est pas le moment de. Et on est une des seules espèces aujourd'hui qui ne fonctionne quasi plus en fonction des cycles. Et c'est très, très important. Alors que tout est cycle. Tout est cyclique. Ouais. Et les hommes ont des cycles plutôt sur une journée, là où les femmes, ça va être par rapport à leurs règles. Il y en a qui vont le faire par rapport à la lune, comme on disait, etc. Chacun peut choisir. Mais à partir du moment où on se met dans quelque chose de cyclique, on a le droit de se dépenser, mais on a le droit de se réénergiser. De respecter le cycle. Ouais. Ça marche. On arrive bientôt au bout, là. J'ai l'impression qu'on parle depuis 5 minutes alors que ça fait 1 heure. J'ai encore 2-3 éléments, là. Je pense que, et c'est un de mes meilleurs amis qui est pas au top pour l'instant parce qu'il a un cancer, il a une tumeur au cerveau. Je dis ça de manière assez légère, mais ça fait 4-5 ans maintenant, donc il est toujours là. Et finalement, il est quand même en pleine forme. Bon, il a moins de cheveux, il a moins de kilos, il a moins de force, mais bref, moi je dis toujours all is good parce que finalement on est là et quand il faut se voir, on se voit et en fait tout va bien, quoi. Donc, disons que tout va bien. Et on se disait, tiens, pour laisser des messages aux générations futures, il y avait un film ou un bouquin là-dessus où tu laissais un message dans une boîte, t'enterrais, et puis 10, 15 ans, 100 ans plus tard, les gens reprenaient un peu le concept de capsule. Moi, je pense que les podcasts, à l'heure actuelle, c'est un peu des capsules où tu peux laisser quand même un petit message, alors que ce soit pour tes enfants plus tard. J'espère que YouTube sera encore là, en tout cas dans 10-15 ans, à mon avis. C'est OK, pour revoir ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire là maintenant que tu voudrais qu'ils entendent dans 10-15 ans par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu veux leur dire, même si tu peux leur dire tous les jours et tu peux leur dire ça chaque matin? En fait, il n'y a que nous-mêmes qui nous mettons nos limites. Il faut oser. Et alors, il faut oser en demandant de l'aide, en le mettant dans l'univers. Et j'ai aujourd'hui des enfants qui ont 6, 8 et 1. Mon aînée me dit déjà qu'elle ose créer, elle a envie de créer sa boulangerie. Ma numéro 2 me dit déjà qu'elle aimerait bien faire une clinique vétérinaire pour les animaux en Afrique, etc. J'ai autorisé mes enfants à rêver et je les laisse rêver. Et je pense qu'on a été dans la génération au-dessus de nous qui a vraiment voulu nous cadrer, faire les bonnes études. Ma mère, pour elle, c'était compliqué que je ne termine pas l'échec. J'avais mon bachelier, mais pas mon mémoire. C'était compliqué. Et donc, on a été mis dans des choses très... dans le box. Dans le box, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment moyen de tout, de même aller à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, recommencer une vie, recommencer une activité. On a le droit de divorcer, on a le droit d'avoir des enfants plus tard. Et il y a vraiment un livre qui, aujourd'hui, pour moi, est important à lire pour toute personne, ce sont les accords Toltec. C'est qu'en fait, on vit selon un rêve d'une société qui a été fait, mais on a le droit d'avoir notre propre rêve. Il y en a 5 ou 6, je ne sais plus. Comment? Il y a 4 accords, mais il y a un 5e. Il y a un 5e, qui a été écrit, bien sûr, il fallait vendre un peu des bouquins. Non, voilà. C'est quoi? Rappelle-les.
Alors, il y a quoi? Avoir une parole impeccable, Ouais. ne pas faire de suppositions. Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais même pas te dire les 4. Je t'avoue que je ne sais même pas dire les 4. Ok. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui, Ouais. je vis par rapport à ça parce que je n'ai plus envie d'avoir des paroles négatives envers quelqu'un. J'ai plus envie de faire des suppositions. J'ai vraiment pas envie de pouvoir d'envoyer des bad vibes dans l'univers. Et c'est ce que je souhaite à toute personne, quoi. Ouais. C'est aujourd'hui, en fait, ce qu'on dégage soi-même, souvent nous revient. Et moi-même, j'ai envie que toute personne puisse se dire, OK, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais en se respectant soi-même. Ouais. Si, pour conclure, là, Ouais. moi, c'est toujours mon fils qui me parle de ça. Moi, je disais le GOAT moment. Tu sais quoi, le GOAT, hein? Rien à voir avec les chèvres. Non? Voilà. C'est Michael Jordan, c'est le GOAT. OK? OK? C'est great of all time. OK. On a chacun un moment. Là, il me parle moment prime. Ok. Après, Scott, chaque jour, c'est son moment prime. Tu vois. Ok. Le gars, chaque jour, il me dit, ouais, papa, là, je suis en prime. Ouais. Mais c'était quoi ton GOAT moment, ton moment étincelle dans ta vie où tu as eu un déclic phénoménal, où tu as eu un accélérateur de fou? C'est quoi? C'est qui? C'est peut-être une situation? Enfin, peu importe. En 2-3 mots, c'était quoi? Là où t'étais vraiment, tu t'es réalisé, tu te dis, putain, là, je suis vraiment au top. Je me suis pas rendu compte, mais c'est vraiment ouf. C'était quand tu as fait ton TEDx? C'est quand tu as fait... Quand tu as vendu ta boîte? C'est quand... I don't know. En fait, j'ai envie de dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est chaque matin. Alors, ça passe... C'est pas une question que j'ai l'impression que ça va être bateau ou pas. Alors, on s'en C'est- fout, on est à c'est deux et qu'en on dit fait, ce qu'on veut. mais- J'ai vendu ma boîte en 2 fois. J'ai fait un TEDx, même si je me suis fait kidnapper, etc. Ce sont tous des moments de ma vie. Mais aujourd'hui, ma quête, c'est que d'être dans le moment présent et d'être au mieux. Et ce matin, en arrivant, en étant dans l'avenue Louise, en me disant, OK, je vais voir Brice, on va faire ce podcast, etc. I feel so good. I'm so happy where I am. Je veux dire, j'ai construit ce que j'avais envie de construire. Je l'ai fait avec des micro-steps, et c'est pour ça que ma boîte s'appelle Micro-steps. Je l'ai fait avec des micro-steps. Je me mets plus la pression de me dire, OK, il faut absolument que j'ai autant de clients, que je fasse, etc. Non, est-ce que mon quotidien me va aujourd'hui? J'ai eu beaucoup de décès dans ma famille ces dernières années, très proches aussi. Il faut vraiment pouvoir profiter aujourd'hui. J'ai pas de moment de déclic qui me disent, OK, c'est à partir du moment où j'ai réussi à me recentrer sur moi-même. Peut-être que mon moment de déclic, c'est à partir du moment où j'ai enlevé mon stérilet il y a 1 an, même pas, il y a moins d'1 an, où je me suis dit, oh my God, en fait, il y a tellement d'externalités, c'est tellement important de se connecter à soi-même à l'intérieur. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai réussi. I'm successful parce que je suis là où je veux être assise dans cette chaise aujourd'hui. Mes enfants are taken care of, ma boîte tourne, etc. Donc là, tu estimes que chaque jour, mais donc là maintenant, tu es oui. à ton prime. Ouais. Et c'est Magnifique. Et ce qui est magnifique avec le prime, c'est que ça peut toujours être augmenté. Hein. Exactement. Okay. Exactement. Et je pense que là, je suis où j'ai envie d'être aujourd'hui. Et si je peux conseiller à toute personne, c'est de journal tous ces moments de gratitude, parce que c'est grâce à une copine qui a lancé un carnet qui s'appelle le Gratitude List, Kelly Samy. Elle m'a initiée à ça il y a quelques années. Tous les soirs, j'écris mes 5 moments de gratitude. Mes enfants le font, on le fait aussi. Et ça m'a ramené au moment présent. Et pas devoir toujours aller chercher plus haut. You're good where you are. Et voilà. OK. Est-ce qu'on peut avoir un code promo, Pauline 20, pour ce gratitude list? J'aurais dû demander à Lily pour Noël. Ouais. On peut créer ça, On mettra les petits liens en dessous de ton podcast de choses dont on a parlé. Donc, OK, Pauline. Moi, c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi. Parce que je t'adore. Parce que même si on s'est moins vu, quand je te vois sur les réseaux, quand je pense à toi avec Marie Kondo et autres, je suis fier de toi. Vraiment, je suis très fier de toi. Je suis fier de me dire que je viendrai te voir rue de la Loi très bientôt. C'est quoi, dans 4 ans? On se donne combien de temps? Je mets pas beaucoup de si, là, il faut porter un peu là. Il faut porter. Non, ça se mettra. Ok, entre 1 an et 15 ans. C'est OK, hein? C'est OK. Ma fille okay. a 18 ans dans 10 ans. Dans 10 ans? OK. Ouais. Let's go. C'est un beau cadeau d'anniversaire pour elle. Donc voilà, je veux que ma fille, quand elle a 18 ans, elle peut faire ce qu'elle veut. Et venir faire des teufs à la rue de la Loi. Non, mais voilà, que je veux pouvoir me dire qu'à 18 ans, ma fille, quand elle sort, elle est armée pour pouvoir, qu'elle ait les outils pour être quelqu'un qui veut entreprendre sa propre vie. En tout cas, que voilà. La structure belge sera peut-être un peu clinée. Et ne pas créer des enfants qui soient dépendants du système. Okay. Des adultes non plus. Bon, let's go, on fait ça alors. Merci de m'avoir invité. Merci, Popo. Ça me fait trop plaisir. Je te fais un gros bisou. Ouais. On peut les bouger maintenant. Yay!